Nous allons commencer. Alors, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le député, mesdames, messieurs les députés, mesdames, messieurs, bienvenue à cette 56e réunion parlementaire organisée par Contribuables Associés et présidée par Philippe Vigier, député de la 4e circonscription d'Eure-et-Loir et président du groupe parlementaire Liberté et Territoire et également par ailleurs membre de la Commission des Finances. Cette réunion qui aura pour thème chantier public, en finir avec les dépassements budgétaires. Les chantiers fleurissent partout en France. Projet du Grand Paris, modernisation du réseau ferré et des autoroutes, rénovation des quartiers prioritaires, extension des aéroports, logements, canopée des Halles, gare fantôme de Montpellier, stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq, maison de la radio, musée des Confluences, Grand Paris Express, ligne de chemin de fer Lyon-Turin ou Poitiers-Limoges, nouvelle route du littoral à La Réunion, Philharmonie de Paris. Bref, les chantiers fleurissent en France un peu partout. Un exemple, entre 2010 et 2017, le budget de rénovation du Grand Palais à Paris a été doublé et une nouvelle rallonge budgétaire de 75 millions d'euros vient d'être votée, ce qui ramène le coût total du projet à 541 millions et donc il a plus que doublé. La France s'est donc transformée en un gigantesque chantier. Au total, 139 milliards d'euros seront investis d'ici à 2030, selon l'Observatoire Internat de la construction, en partenariat avec l'agence Business France. Les dérapages de certains chantiers laissent sans voix. Entre les prévisions et le coût final, les factures explosent. Les 30 mois de retard sont une moyenne et les écarts budgétaires dépassent souvent 30% selon les Échos, comme il le chiffrait en 2014. Ces chantiers sont financés in fine par les contribuables. Aussi nous est-il apparu opportun de nous interroger sur les raisons de ces dérapages, parfois connus dès le départ, ainsi que sur les mécanismes de contrôle qui pourraient être mis en place pour limiter ces dérapages. Ce soir, pour nous éclairer sur le sujet, nous avons l'honneur de recevoir M. Christian Blanc, qu'Alain Mathieu, président de Contribuables Associés, va présenter. Alain. Oui, je remercie chaleureusement M. Vigier et M. Blanc d'avoir accepté, M. Vigier d'organiser, M. Blanc d'animer notre réunion. Je voudrais présenter effectivement M. Blanc, et pour le faire, j'ai regardé sur Internet, Amazon, le nom de Christian Blanc, et j'ai trouvé un livre tout à fait remarquable que j'ai acheté, que j'ai lu, et que je vous conseille vivement, qui est sorti il y a une année, et qui s'appelle « Nul ne peut se vanter de se passer des hommes », et en dessous, la RATP, leçon d'un combat contre la technocratie. C'est un titre qui nous plaît à contribuer à l'associé. Alors, mais je n'ai pas trouvé de biographie de M. Christian Blanc sur Amazon. Ça m'étonnait, et maintenant ça ne m'étonne plus du tout, parce que sa biographie, le biographe aurait un tel travail, il faudrait au moins qu'il consacre 1000 pages pour décrire toutes les activités qu'a eues M. Blanc. Je vais vous les citer rapidement, parce que ce travail de 1000 pages, je vais le faire en 2 minutes, et vous allez sans doute pouvoir me contredire, mais voilà ce que j'ai trouvé, que vous avez présidé 2 grandes entreprises publiques, la RATP et Air France, que vous avez transformé complètement l'une et l'autre. Vous avez également présidé 2 start-up. Vous avez été préfet 2 fois. Vous avez été président de 2 sociétés financières, une banque américaine en France et une mutuelle d'assurance. Vous avez été député des Yvelines pour 2 mandats, vous êtes abonné au chiffre 2. Vous avez eu 2 grands amis qui étaient des grands politiques, Michel Rocard et Edgar Pisani. Vous avez démissionné 2 fois pour des raisons qui nous plaisent beaucoup. De la RATP, parce que le gouvernement vous refusait l'instauration d'un service minimum, et d'Air France, parce qu'il refusait de la privatiser. Vous avez été ministre une seule fois, et vous avez refusé 2 fois de l'être. Comme secrétaire d'État au Grand Paris, vous avez lancé le métro automatique autour de Paris, actuellement le plus grand chantier d'Europe. Vous avez négocié les accords Matignon
sur la Nouvelle-Calédonie qui ont arrêté une guerre civile et ont été approuvés par référendum. Vous avez été en outre syndicaliste, directeur de cabinet ministériel, même magistrat comme arbitre. Vous avez même sélectionné les inspecteurs des finances nommés au tour extérieur. Vous vous êtes intéressé à la compétitivité de la France, à sa centralisation, à sa dette, à l'organisation des grandes entreprises et au Grand Paris. Cette vie bien remplie, qui n'est pas terminée bien entendu, vous donne une grande autorité pour nous parler des dérives, des coûts, des grands chantiers publics. Je vous laisse la parole. Peut-être à Philippe Vigier de venir en même. Bon, un tout petit mot pour dire, je suis très heureux d'accueillir Christian Blanc, d'abord parce que je suis assez admiratif de son parcours. Je pense que si dans la vie politique, il y avait autant de capitaines d'industrie, d'hommes politiques avisés, surtout de visionnaires, parce que Christian, tu t'en souviens peut-être, mon cher Christian, parce que lorsque tu es devenu secrétaire d'État, tu étais dans le même groupe, mais tu participais avant à un club de l'innovation et tu m'avais demandé de te remplacer, et vraiment j'avais pu voir à quel point tu avais déjà beaucoup réfléchi à la transformation de la société, transformation des emplois, et chaque semaine, lorsqu'on avait une réunion de groupe, il y avait toujours un regard éclairé sur l'avenir qui nous accompagnait, et donc ça, je ne l'ai pas oublié. Donc, c'est pas moi que vous êtes venu entendre, mais vous avez beaucoup de chance d'écouter quelqu'un qui a coché toutes les cases, qui a fait ses preuves, et puis un homme qui était un pacifiste, parce que n'oublie pas les accords de Nouméa, et qui a joué un rôle absolument considérable. Il y a ceux qui ont décidé, mais il y a ceux qui ont fait. Celui qui a fait, c'est toi, et donc c'est bien que cet auditoire le sache aussi très précisément. Et puis il se trouve que nous sommes voisins de jardin, pratiquement, parce que Christian a une petite résidence tout près de chez moi. Voilà, c'est donc également un trait en commun, même si malheureusement nos agendas respectifs ne nous permettent pas de nous croiser souvent. Donc une très bonne réunion, je reste avec vous naturellement, et le sujet me passionne, je me permettrai simplement dans le débat d'apporter 2 ou 3 précisions. Eh bien, merci. Quelqu'un est allumé? C'est bon? Voilà, c'est bon. Merci Philippe. Merci, cher président. C'est bon là? C'est bon, là, c'est bon. C'est bon? Monsieur le délégué général, mesdames, messieurs, alors, quelques parlementaires parmi nous, je voudrais leur dire merci et leur dire que j'ai eu plaisir à me promener une petite demi-heure ici ou là pour retrouver d'anciens souvenirs. Car, comme Philippe l'indiquait, quand une mission est terminée, j'ai l'habitude d'être discret et de ne point trop m'exprimer. Je vais quand même vous commencer par une petite anecdote. Il y a quelques jours, en Eure-et-Loire, j'étais en train d'élaguer des chênes, c'est ma passion. Et puis, en général, je ne réponds pas au téléphone. Et là, un appel, 2 appels, 3 appels, j'ai dit c'est peut-être quelqu'un de la famille qui a un problème. Alors, la personne s'est présentée, journaliste, pour me dire, voilà, vous avez été extrêmement discret pendant cette grande grève que nous traversons. La RATP est en pole position. À l'époque, vous exerciez votre présidence, j'étais PDG. J'avais exigé de ne pas être simplement le président, mais celui qui menait les opérations. Et vous avez démissionné parce que, malgré un accord du Premier ministre, le service minimum n'a pas été mis en place à la RATP, alors que, d'après ce que l'on sait, il y avait un accord des salariés après un Big Bang de la RATP. Bon, alors voilà,
le service minimum n'a pas pu donc fonctionner aujourd'hui. On ne sait pas d'ailleurs s'il aurait fonctionné. J'ai indiqué que si cela avait été parfaitement indiqué dans les missions des personnels par la loi, il avait une chance d'être appliqué. Et puis, m'a-t-il dit, il y a quelque chose, et c'est pour ça que je vous appelle, que je ne comprends pas. Vous avez créé le premier métro automatique dans les métros, monde entier. Je dis oui, c'est vrai. Pourquoi ne pas avoir fait tous les métros en métro automatique? Parce que nous n'aurions pas connu les problèmes que nous avons connus, puisque les métros automatiques fonctionnaient. Alors, tout d'abord, je voudrais vous rappeler que je n'ai fait que le premier, qu'il y en a un second qui a été créé par mes successeurs ultérieurement, la ligne 1, et qu'on est en train de faire passer la ligne 4 en métro automatique. Ah, il me dit, mais alors, et la suite? J'ai dit, il n'y aura pas de suite. Parce que la ligne que j'ai créée avec mon équipe a été d'abord audacieuse. Il fallait oser le faire, ce n'était pas gagné d'avance. La prise de risque était importante. Et puis ensuite, il fallait effectivement qu'il y ait une ligne est-ouest et puis une ligne nord-sud. Et d'ailleurs, Paris s'est toujours constitué à partir d'articulations depuis le romain, qui était effectivement une ligne est-ouest et une ligne nord-sud. Quant au reste, cela coûterait beaucoup trop cher, et je pense que personne n'a à l'esprit tout ceci. Ah bon, je l'ai senti un peu déçu. Et il m'a dit, mais... Je dis, non, attendez, quand même, vous me parlez de Paris, mais vous ne m'avez pas parlé du Grand Paris. Parce que les lignes de métro à Paris, c'est un peu moins de 100 km, mais les lignes qui sont créées sur le Grand Paris, c'est environ 150 km. Et toutes ces lignes seront des lignes de métro automatique. Ah bon, je ne savais pas. Extraordinaire. Hein? Je ne savais pas. Bon. Donc ça veut dire qu'on croit connaître le Grand Paris. Et on ne le connaît pas. Or, à l'heure où je vous parle, il y a actuellement 9 tunneliers qui creusent pour faire effectivement ces lignes, avec des financements ad hoc. Alors, ce ne sont pas des financements d'État, monsieur le délégué général, parce que grâce à mes collègues députés à l'époque, à qui j'avais expliqué les choses en séance plénière, le métro du Grand Paris ne sera pas financé sur les crédits publics, mais sur des emprunts. Ah, que n'ai-je entendu à ce sujet? Il a fallu d'abord que j'explique que contrairement à ce que l'on pensait aussi, le métro de Paris, il a été financé par l'emprunt. Et que le dernier remboursement par la ville de Paris du métro de Paris a eu lieu en 1973, sans que personne ne sache même que c'était le dernier virement qui a été fait. Bien. Alors, à l'époque, ça a été dur, hein, y compris même à l'Assemblée. Hein, certains de nos collègues que nous avons beaucoup et qui avaient des responsabilités à la Commission des Finances, cher Philippe, estimaient que ce n'était pas réaliste et qu'il fallait créer des taxes à l'ouest, sur les bureaux, pour financer le métro automatique qu'il fallait bien évidemment commencer à l'est. Bon, j'ai essayé d'expliquer à l'époque que les taux étaient des taux très bas. Simplement pour votre information, quand en 1920, la deuxième partie du métro de Paris a été financée à l'initiative d'Eugène Bienvenu, qui avait déjà réalisé la première partie du métro, à 2%, il a fallu emprunter à 8%.
dans un pays qui était en détresse complète, complètement asséché financièrement, et qui pourtant a décidé de réaliser la deuxième partie du métro. Alors vous me direz, on a été un peu aidé parce que il y a eu par la suite une telle dépréciation monétaire que ça a quand même beaucoup affaibli l'importance du taux d'intérêt, mais au moment où la décision a été prise, elle était dans un contexte qui était encore un contexte de stabilité monétaire apparente. Donc nous avons financé cette opération par l'emprunt. Et je me souviens d'avoir dit, écrit d'ailleurs, y compris dans ce petit bouquin, parce que je me suis dit, avec le temps, chacun va y aller de sa petite histoire, et donc il faut que ce soit écrit et vérifiable. Et donc, je disais que les fonds souverains ne demandaient qu'une seule chose, c'est de prêter à des taux inférieurs au prix du marché, parce qu'il y avait une garantie. Car nous avions bien sûr travaillé sérieusement et pris auprès des professionnels de la banque, en l'occurrence c'était à Lausanne, la banque Rothschild, qui était notre principal interlocuteur sur cette question dont je vous parle maintenant, et qui expliquait que les fonds souverains étaient prêts à prêter à 1-2% de moins par rapport à des taux d'intérêt qui devaient être à 3 ou 4%. Inutile de vous dire qu'aujourd'hui, où on emprunte à 0%, la situation est rêvée. Et ce que j'ai dit aux responsables de la Société du Grand Paris depuis déjà quelques années, c'est surtout emprunter un maximum au taux actuel pour la totalité du projet. Alors, il fallait que j'ai un peu de crédibilité pour qu'ils m'écoutent, mais ils l'ont fait pour une grande part. Ce qui fait que le financement du métro de Paris ne devrait pas coûter grand-chose en termes de financement direct au métro du Grand Paris. J'avais quand même pris la précaution, tu dois t'en souvenir, Philippe, de dire que, comme il était question de créer à l'époque 40 gares, finalement, par compromis successifs, et ultérieurement on est arrivé à 56, je crois, plus une rallonge du circuit pour faire plaisir à la région, etc., etc. Nous avions prévu, autour des gares, de faire un gel du foncier sur environ 400 mètres. Pourquoi ? Simplement parce que quand on se lance dans un tel projet, il vaut mieux avoir des bases solides, fondées sur l'histoire et pas simplement sur des visions techniques ou technocratiques. Et je savais, pour avoir fait Météor, et pour avoir fait passer Météor par le 13e arrondissement, à la demande très forte de Jacques Chirac, qui voulait absolument que l'on puisse avoir un léger infléchissement de Météor pour passer sur le 13e arrondissement. Excusez-moi, le Météor, c'est la ligne 14 maintenant. C'est la ligne 14 maintenant, oui. Merci. Que le foncier du 13e a augmenté en 10 ans de 70%. Donc je me disais que plutôt que ça aille directement dans la poche des promoteurs immobiliers, que je respecte par ailleurs, il valait peut-être mieux que cette valorisation du foncier sur 400 mètres autour des gares puisse se faire pour moitié le financement complémentaire du métro de Paris, ne serait-ce que les gares, et pour moitié pour les collectivités locales. Voilà. Là aussi, je dois dire que dans les années qui ont suivi, sous les pressions aimables des uns et des autres, on a finalement abandonné cette taxe foncière dédiée au métro automatique pour l'accorder aux collectivités locales qui le souhaitaient. Toutes. Bon.
C'est pour dire qu'on ne peut pas se lancer dans des projets aussi gigantesques. Vous vous rappeliez tout à l'heure que c'était le plus grand chantier actuellement en Europe, sans effectivement prendre des mesures très strictes et avec non seulement les fondements législatifs, mais également les décrets d'application. Alors c'est moins sûr les décrets d'application, parce que par exemple, nous avions modifié les procédures. Une procédure, habituellement, vous savez ça mieux que moi, ça prend 7 ans à peu près, pour ramener à 3 ans les délais de procédure. Et là aussi, ce n'était pas sous l'impulsion de quelques élus, c'était sous l'impulsion des corps constitués. On est resté à 7 ans pour être sûr de bien faire le boulot. Hein, voilà. Mais il vaut mieux quand même avoir des décrets d'application qui sont bien étudiés, ça aide. Et donc on peut avoir de grands chantiers sans avoir forcément de dérapage financier. Et en l'occurrence, je pense que le Grand Paris est un bel exemple de ce qu'il est possible de faire sans prendre dans la poche du contribuable pour réaliser ces projets. Si vous avez des opinions contraires, surtout n'hésitez pas à le dire, ça me ferait plaisir d'avoir aussi des contradicteurs. Voilà, bon, alors, c'était à partir d'une anecdote, un petit développement sur le réseau ferré, le réseau de métro. Puisque d'ailleurs on est sur le réseau du métro, vous me permettrez d'attirer votre attention sur un point sur lequel je n'ai pas d'élément de réponse. Lorsque j'ai eu l'affaire Météor, j'avais été auparavant au préfet de Seine-et-Marne, et j'ai eu le grand honneur, après que le TGV Nord ait été en panne pendant 2 ans pour des raisons diverses, procédures de foncier, etc., d'avoir la demande du Premier ministre de faire passer le contournement du TGV en Seine-et-Marne pour qu'il y ait bien sûr des TGV qui arrivent sur Paris, mais des TGV qui puissent aller sur le sud en particulier de façon beaucoup plus pratique et rapide. Ça nécessitait de convaincre 54 communes. J'ai eu ce faire l'appui de la Chambre d'agriculture et du président du CNJA, qui est devenu un grand de cette maison, Christian Jacob, après avoir été maire de Provins. Et enfin, à l'époque, c'était encore un jeune homme. Donc j'ai eu leur appui pour qu'on puisse faire passer en 6 mois, ce qui a été une stupéfaction. 6 mois pour avoir les accords, et ensuite il n'y avait plus qu'à faire. Mais à cette occasion, qu'est-ce que j'ai observé? Vous savez, le problème de l'expérience et de l'observation, c'est que ça permet de parler aux technos de toute forme et de parler à toutes les bureaucraties qui sont encore dans notre pays puissantes, même si elles le sont peut-être un peu moins qu'elles l'ont été. J'ai connu de grands ingénieurs des ponts, pour qui j'ai le plus grand respect. J'en ai connu de moins bons, surtout dans la nouvelle génération. Et il se trouve que le responsable du projet m'avait annoncé un chiffre sur le coût de ce tracé. Je l'avais fait expertiser et j'étais arrivé à un différentiel de coût qui n'était pas du simple au double, mais presque. Ce qui ne m'avait pas plu, car il m'avait dit de la façon la plus impérative et sûre, et du haut des fonctions qu'il exerçait, que c'était le prix. Je n'ai rien dit. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, hein? Je ne sais pas dans ma fonction de me prononcer sur ces questions. Mais j'en ai gardé trace. Et quand j'ai eu à défendre le projet de Météor contre la SNCF, d'ailleurs, qui voulait faire Éole, heureusement qu'on a fait Météor, parce que
EOL est en train de simplement sortir aujourd'hui. Je ne sais pas comment on aurait fait pour décharger la ligne A dans toute cette période, c'est-à-dire presque 20 ans. Bon. Et j'ai donc défendu, devant un autre Premier ministre, entouré de quelques-uns de ses ministres, en particulier le ministre de l'Équipement, qui était favorable à EOL, j'ai défendu le projet Météor. Et je me suis engagé sur un chiffre. Alors, ce n'était pas simple, Météor, parce que, vous savez, Paris, c'est une succession de strates. Il fallait passer parfois complètement à 50, 60 mètres sous terre. Enfin, c'était quand même un vrai chantier difficile et coûteux. Je me suis engagé sur un chiffre. Et puis, chemin faisant, en mettant en place de nouvelles techniques, les équipes projets, ça n'existait pas encore à l'époque. Depuis, c'est devenu banal. Mais enfin, en faisant le travail comme il fallait, on est arrivé à un chiffre différent. Et là, j'ai réuni la direction, en disant, écoutez, c'est simple, on ne fait pas Météor. Et là, on m'a dit, mais c'est impossible. En plus, toute l'entreprise s'était mobilisée, tous les ingénieurs. Vous savez, j'avais, Monsieur le Président, la chance d'avoir, parmi les cadres de l'entreprise, 120 polytechniciens. Bon, il avait fallu les mettre un peu au pas, pour ne pas dire plus. Et tout le monde, à un moment, tirait dans le même sens. Bon, c'était bien, ça a été un gros effort. Vous savez, pour moi, les polytechniciens, ça a été aussi difficile que la CGT. Hein? La CGT, je disais non, c'était non. Mes amis polytechniciens, je disais non, ils disaient oui, mais je ne savais pas s'ils allaient effectivement faire ce que je leur avais dit. Fort heureusement, j'avais auprès de moi 2 ou 3 hommes remarquables qui étaient issus de Polytechnique, mais remarquables, et qui veillaient au grain sur les dérives éventuelles. J'ai dit non. Consternation. Et j'ai dit, ben, écoutez, c'est bien, on va s'en tenir aux chiffres que j'ai annoncés, mais ça veut dire qu'il y a tel tronçon et tel tronçon que l'on ne fera pas. On verra dans 5 ans, dans 10 ans, si on a les moyens, si on le fait. On a fait Météor. Depuis, effectivement, les 2 tronçons en question ont été réalisés, mais après 10 ans. Bon. Donc c'est vous dire que j'ai été très attentif déjà avec Météor au problème de dérapage. Alors, j'ai fait une seule turpitude. Et je vais vous la dire tout de suite parce qu'il faut que vous en souveniez. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des surcoûts? On raccourcit autant que possible ce qui peut l'être. Qu'est-ce qu'on peut raccourcir? Les quais. Ah, parce que oui, le reste, les voies, tout ça, les systèmes, impossible. Les quais. Ah bon, j'ai dit, mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout, parce que voilà un deuxième obstacle sur lequel je n'accepterai pas. Mais on ne fait passer, au début, on ne fera passer que 4 trains par rame. Je dis d'accord, mais dans 10 ans, vous verrez, il va y avoir un tel afflux qu'on en sera à 8 rames. Et peut-être même un jour à 12. Parce que techniquement, on sait tracter électriquement 12 rames, pas aussi bien que 4. Alors là, j'ai dit, voilà, quand les foreuses seront en place, on va créer des quais permettant d'accueillir 12 rames, et non pas 4 à 6 rames. Et puis au bout des quais, on fera des murs en briques. Donc, pour tout le monde, ce sera le quai définitif, mais en fait, il y aura des possibilités d'extension sans que ça coûte grand-chose, si ce n'est du carrelage. C'est ce qu'on a fait. Et actuellement, dans toutes les stations de Météor, sachez qu'il y a eu des extensions qui ont été faites et qui permettent aujourd'hui de faire fonctionner 8 rames, 10 rames, enfin bon. Que s'est-il passé que j'ai aperçu au début
dans le projet du métro du Grand Paris, c'est que les mêmes propos ont été tenus. Et on est parti sur des quais plus petits. Et là, j'ai dit au nouveau patron de la SGP, qui est un type très bien, la Société du Grand Paris, je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé. C'est la première fois que je rends public ce que je vous dis là. Voilà. Donc, soyez vigilants et faites attention. Alors, la technique que j'ai utilisée, elle n'a rien coûté, ou quasiment rien. Et elle permet de préserver l'avenir. Je vous demande, vous qui êtes attentifs aux deniers publics, de regarder si effectivement les quais sont en train d'être réalisés à une taille suffisante. Vous savez, pour une foreuse, je ne sais pas si vous avez vu des foreuses, ce sont des engins extraordinaires, surtout maintenant. En plus, ça fait, je ne sais pas combien de... Enfin, c'est très très grand, très très grand. Ça ne leur coûte rien de faire par station 30 ou 40 mètres ou 50 mètres supplémentaires, alors qu'un jour, on ne les fera pas revenir. Voilà. Donc voilà un bon cas qui permettrait d'examiner s'il y a un bon usage des deniers publics. Bien, mais écoutez, je vais arrêter sur le ferroviaire. Y a-t-il des questions? Moi, j'avais plus une remarque, justement, c'était parce que Philippe Vigier disait que vous aviez une vision, et c'est vrai que ça suppose d'avoir une vision, effectivement, à moyen terme ou à long terme, et d'anticiper l'avenir. Est-ce que le problème aujourd'hui de ces chantiers ou de ces grands chantiers, c'est un problème d'homme, c'est-à-dire et de vision, et qu'il y a trop de technocratie et donc de gens qui ne se projettent pas? Est-ce que ça peut être une des raisons aujourd'hui de ça? Écoutez, je vais... j'ai regardé un peu plus attentivement que je ne l'avais fait il y a quelques temps, ce que vous faisiez. C'est très bien, à condition de ne pas être, je dirais, un substitut de la Cour des comptes ou simplement des personnes qui vont mettre le doigt sur des défauts évidents sur tel ou tel projet, sur tel ou tel chantier. Je pense que pour traiter de ces questions, et ça fait très largement défaut dans la fonction publique, il faut avoir un rapport à l'histoire. Et plus le projet est important, et plus il faut avoir un projet qui s'inscrit dans une histoire. Alors, avant de venir ce soir, et après donc avoir jeté un petit coup d'œil, je voudrais vous dire ceci. Et là, si vous permettez, pour essayer d'être un peu bref, je voudrais vous dire comment c'est arrivé le Grand Paris. Et ça, bon, vous savez, je ne touche pas le droit d'auteur là-dessus. Hein. Donc, c'est sorti chez Odile Jacob, ça s'appelle Paris Ville-Monde. Et pour quiconque, je crois, veut s'intéresser, je ne sais pas si ça existe encore, sinon on le trouve, mais veut s'intéresser au Grand Paris, je pense qu'il faut, j'espère, facile à lire, mon fils l'a lu. Il faut faire l'effort de lire ça pour comprendre la dimension historique et nationale et internationale du Grand Paris. Alors, quelque part, là, je vais vous raconter ma propre histoire, autrement. C'est que j'ai connu la période du général de Gaulle. J'étais bien jeune, je l'ai connu. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'à la fin des années 70,
le PIB par tête en France avait rattrapé le PIB américain. C'est-à-dire que Paris vivait mieux que New York. Et ce que je ne savais pas, c'est que le PIB à Paris était par tête, était beaucoup mieux qu'à Londres. Et je vais vous citer un chiffre que l'on a complètement sorti de la tête, et qui est que le PIB par tête en Grande-Bretagne, à la fin des années 70, était inférieur de 25% au PIB français. Voilà la photographie à cet instant. Et puis, c'est un peu la fin d'une époque, parce que il y a la chute du mur de Berlin, et on assiste à quoi? Ben, on assiste bien sûr à la renaissance de l'Allemagne et à la stagnation de l'Europe, malgré le fait que l'Union européenne est en train de se construire. On construit, mais on stagne. Alors on met ça sur le compte des difficultés inhérentes à ce type de travail et de réconciliation. Mais dans le même temps, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que dans le même temps où on stagne, en France et en Europe, à l'exception de l'Allemagne, les deux berges du Pacifique sont en train de se connecter. Et ça, c'est totalement neuf. Et on ne le voit pas. Et ce que l'on ne voit pas non plus, c'est qu'à la même époque apparaissent de nouvelles technologies en Californie qui vont passer totalement inaperçues dans nos pays. Je me souviens, Philippe, quand un peu plus tard, j'ai déposé avec les signatures des 100 et quelques parlementaires un projet de loi ici même. Ce projet de loi n'a pas pu être examiné pour des raisons d'embouteillage parlementaire. C'était un projet de loi sur l'innovation. Et quand à l'époque on parlait d'innovation, je me souviens de notre excellent président Bayrou qui me regardait en disant mais ça ne faisait pas partie de notre vocabulaire au moment où j'étais ministre de l'Éducation nationale. Bon, je n'exagère pas. C'est pas il y a très longtemps, et c'était ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de cet instant? C'est qu'on est entré dans une autre époque. Je ne sais pas si ces messieurs veulent rester un moment ou qui viennent s'asseoir. Hein? Ce sont des collègues parlementaires. Républicains. Il y avait un vote dans l'hémicycle pour ça. On est partout en même temps, c'est bien ici. Bon, ceux qui veulent repartir dans l'hémicycle repartent, et puis enfin je connais un peu la... Voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Américains ont repris la main sur le monde entier, alors suivis, curieusement, par les Anglais, grâce à la City. Et pourquoi? Parce que le numérique a donné, à partir des racines qui existaient à la City, un potentiel considérable que les Anglais ont su utiliser. Et d'ailleurs, la City s'est fondée durablement sur le numérique et est toujours en pole position grâce au numérique. Et même s'ils partent aujourd'hui, sachez qu'ils garderont cette aptitude grâce effectivement à ces racines profondes qui sont ancrées aujourd'hui à Londres, sur tout au moins la finance. Quel était le deuxième, le premier pôle? Là, je viens de citer la City et les Anglais, mais le premier pôle, c'était la Silicon Valley. J'ai eu la curiosité à l'époque, pour la deuxième fois, la première fois j'étais bien jeune, d'aller dans la Silicon Valley. Fantastique histoire. Et les deux berges du Pacifique, il y avait, quand j'y suis allé, 30% des étudiants de la Silicon Valley qui étaient des Chinois. 20% d'Indiens. Vous connaissez la suite.
Ben, ça, personne ne le savait. Et aucun journaliste en France ne s'intéressait à ça. Je ne parle bien évidemment pas de l'ENA ou des grands corps de ce pays. Ils s'en foutaient complètement. C'était pas ça le problème. Donc la Silicon Valley va devenir le symbole de la mondialisation dans laquelle nous étions en train de nous installer. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les Français pendant ce temps-là? Eh bien, ils vivaient, j'étais assoupi. Faut dire qu'on vivait si bien en France. Enfin, il y avait bien sûr la politique, il y avait tout ceci. Bon. Et puis un jour, on a vu arriver le chômage. Et ça, c'était complètement neuf. Et quand on avait 300 000 chômeurs en France, alors là, on commençait à être particulièrement inquiet. Que se passe-t-il? Ben, on pouvait inventer la réduction du temps de travail, des choses comme ça. Mais en fait, au fond, quoi? Alors les Allemands, plus subtils, et ça a quelque peu aidé à leur capacité d'exportation, ils ont, par rapport à leur industrialisation, beaucoup robotisé. Ce qui leur évitait de faire partir les entreprises à l'extérieur, ce que nous avons fait abondamment. On délocalisait quand on était plus compétitif. Bon, et puis un jour, Gulliver s'est réveillé et on s'est aperçu qu'on avait fait en 30 ans un peuple normatif, ligoté de partout par une armée de Lilliputiens, des fonctionnaires qui codifiaient, réglementaient, décrétaient. Et face à ce chômage galopant sortant d'on ne sait où, on était assez en difficulté. Et peu à peu s'est créée une insatisfaction brouillonne dont on a toujours les effets aujourd'hui, même si elle est régulée un peu, mais à un rythme qui n'est pas le rythme des Chinois capables de faire face à une crise sanitaire des hôpitaux en 15 jours. On n'est pas dans le même rythme. Donc à cette époque-là, et c'est l'époque à laquelle j'arrivais, sur le Grand Paris, une certaine idée de la France apparaissait à nouveau nécessaire pour être capable de peser dans le monde. Parce que dans le même temps, chers amis, l'influence de la France s'est considérablement réduite. Et lorsque les historiens regarderont toute cette période, on verra dans les années 70 une certaine France, et on verra 30 ou 40 ans plus tard une autre France. Voilà. C'est à ce moment-là que, à partir de tous les voyages que j'avais pu faire, à partir de mon expérience d'Air France, j'ai été très confronté à la réalité du monde que j'apercevais. À partir de l'injection que j'ai pu faire d'expériences et d'hommes et de femmes qui maîtrisaient les techniques dont on avait besoin. Petite parenthèse, l'un des grands problèmes de notre pays, chers amis, c'est notre manque de curiosité en termes de benchmark. Quelles sont les meilleures pratiques dans un domaine donné existantes dans le monde? Après 1945, enfin pour les plus anciens, les Japonais se promenaient partout avec des appareils photo. Qu'est-ce qu'ils faisaient de ces photos? Ils les transmettaient à qui? À un organisme qui était censé planifier le futur du Japon. Ils ont fait un travail remarquable. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec la Chine aujourd'hui? Moi, j'ai eu cette chance exceptionnelle, c'est pas dans mon CV, d'être à Shanghai quand la révolution culturelle a éclaté. Donc j'ai vu ce qu'a été la Chine il n'y a pas très longtemps. Je ne suis quand même pas mort, je ne suis pas encore trop vieux, mais il n'y a pas très longtemps. C'était un curieux pays, mais qui avait des racines profondes. Et dès qu'ils ont pu faire prospérer ces racines, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont alimentés par rapport à tout ce qui se faisait de mieux dans le monde. Et quand je vous ai parlé de la Silicon Valley et des Chinois,
Les Chinois, ils ne sont pas restés aux États-Unis, et dans la Silicon Valley, ils sont tous repartis en Chine, etc. etc. Bon. Donc, le benchmark est la clé qui permet à des gens inventifs comme nous sommes, nous Français, de faire probablement beaucoup mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Bon. Alors, la vision du Grand Paris, là je vais être quand même beaucoup plus bref, parce que sinon dans 3 heures on y est encore. C'est parti d'un rapport de l'OCDE que j'ai lu, et qui parlait des 5 villes-mondes existants dans le monde. Il y avait Paris, en 5e position. Et ils expliquaient très bien pourquoi, les forces, les faiblesses, etc. J'ai parlé de tout ceci avec Sarkozy, que je connaissais depuis qu'il avait été ministre des Finances, de l'économie et des finances. Et il se trouve que j'avais remis à Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, un rapport sur les clusters, qu'il m'a demandé d'appeler pôle de compétitivité. Ça faisait plus français. Il y a un seul qui a réagi vraiment profondément à ce rapport, ça a été Sarkozy. Et du coup, alors que je ne le connaissais pas, on a commencé à pas mal discuter ensemble. Il vaut beaucoup mieux que ce que l'on en dit en général. Ça veut dire qu'il a effectivement un certain sens de l'histoire. Alors on s'est entendu. Et ça a été une chance pour pouvoir faire assez rapidement ce qu'il y avait à faire. C'est-à-dire d'abord raconter la belle histoire. Et la belle histoire, elle passait par l'histoire de Paris, qui se confond avec l'histoire de France. La belle histoire, c'était de comprendre que la France a une physionomie un tout petit peu particulière que l'on oublie, et qui fait que ce pôle de Paris, banlieue, représentait 30% du PIB français, que ça représentait 20% de la population, c'est-à-dire en gros 10 millions d'habitants, que nous avions un legs de l'histoire pour en faire une ville de la matière grise, de la création, de la recherche. Presque la moitié des étudiants en France sont dans ce pôle. Bon. Alors, effectivement, selon les statistiques, si on prend que Paris, ben, effectivement, ça fait moins. Si on prend la totalité, ça fait ce que je vous dis. Et que, alors chaque fois que je dis ça, ça a étonné beaucoup. Ce pôle du Grand Paris, si on dénomme maintenant ainsi, ça représente les 16 premières villes françaises. De Paris jusqu'à Toulon, quand vous additionnez les 16 premières villes, ben vous avez effectivement l'équivalent qui est là, sur ce territoire. Bon. La grande différence, c'est que quand vous allez être, si vous êtes à Bordeaux, je suis un Bordelais, vous avez une ou plusieurs universités, vous avez une gare centrale, vous avez un grand théâtre, vous avez ceci. Quand vous êtes à Sarcelles, pas le cas, hein. Et nulle part d'ailleurs dans ces grandes villes qui sont dans ce Grand Paris et qui souvent font plus de 100 000 habitants. Bon. Donc ça a surpris beaucoup. Mais c'était un fait que tout le monde était obligé de reconnaître. Alors, pourquoi est-ce que c'était un avantage? C'est que chacun de ces pôles urbains avait une histoire, une création souvent assez récente, mais une histoire avec des métiers qui s'étaient développés ici. Et ça nous a permis d'imaginer qu'il puisse y avoir 4 ou 5 clusters dans cette globalité. 4 ou 5 pôles ayant des activités
différentes dans cette globalité. Bon, je vais être bref là-dessus, mais c'est pourtant essentiel, parce que c'est à partir de cette approche qu'effectivement, pour répondre à votre question, Monsieur le Président, a été construit le réseau du Grand Paris, avec des points fixes. Et il y avait essentiellement 3 points fixes, qui étaient Paris, qui était la plus grande porte d'entrée en France, qui était Roissy-Charles de Gaulle, et qui était Saclay. Bon, alors maintenant tout ça est inscrit, c'est parfait, sauf que dans les faits, aujourd'hui, vous avez une métropole, mais que dans cette métropole, pour des raisons X, qui tiennent au fait que bon, Sarkozy, à un moment donné, n'a plus été président, le successeur n'a pas compris, que sais-je, enfin, etc., etc. Toujours est-il que il y a eu des pressions politiques, etc. Bon, pas chez les maires. Dans l'ensemble, les maires ont montré une très grande homogénéité. Et je concluais une soirée passée pour les 10 ans de la métropole du Grand Paris, que préside jusqu'à dans quelques mois Ollier. Et bien écoutez, entre Ollier et Brauzec, il n'y a pas de différence. Ollier républicain et Brauzec, je ne sais pas s'il est encore communiste d'ailleurs. Oui, il est apparenté. Apparenté, bon. Ouais, mais ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Depuis le moment où on a créé le Grand Paris, il y a eu entre les maires une très grande, il y avait des différences, mais une très grande homogénéité sur le projet. C'est d'ailleurs pour cela que l'on n'a pas beaucoup insisté pour donner le pouvoir à la région, qui de toute façon était contre le projet, grâce à Mme Buchan. Et voilà. Et finalement, ça a été un mano à mano entre l'État, qui était le visionnaire, l'État c'était Sarko, plus moi, bon, plus, je ne parle même pas du reste du gouvernement, parce que Delouvrier m'avait expliqué ça un jour. Delouvrier avait une résidence en Seine-et-Marne quand j'étais préfet, il m'a expliqué plein de trucs. Il m'a dit, j'ai eu tout le monde contre moi. J'ai eu les 2 premiers ministres successifs, tout le monde du gouvernement. À l'époque, j'étais un peu surpris qu'il me dise ça. Et j'ai pu le vivre moi-même. Les membres du gouvernement, soit s'en foutaient, soit étaient contre, et même le Premier ministre, ce cher M. Fillon, je ne sais pas s'il était là, je le dirais de la même façon, il n'a rien fait pour aider le Grand Paris. On va dire ça comme ça. Par contre, c'était un fidèle représentant des corps constitués, des grands corps de l'État, qui étaient contre aussi. Donc heureusement qu'il y a eu la vision au sommet, et puis des maires, des collectivités locales, certaines très importantes donc, mais qui ont tenu la route, et qui continuent toujours à tenir la route. Bon, je me disperse un peu là, mais en même temps, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que le hub de la France, c'est effectivement le Grand Paris, à la fois sur l'international et à la fois sur la France. Car la France, et dans la France, je vais mettre les grandes métropoles, que sont Lyon, Bordeaux, Lille, etc., etc., je pourrais en citer 10, sont fortement, très fortement articulés, historiquement d'abord, et aujourd'hui, par les fonctions de liaison de plus en plus rapides qui peuvent exister au reste de la France. Et Philippe, je me souviens d'un débat, tu n'y étais pas puisque tu n'étais pas sénateur, un de mes débats les plus pénibles au Sénat, où la gauche, qui simplement comme je représentais la droite, donc ils voulaient m'emmerder un peu, quoi, donc ils ont présenté les arguments les plus invraisemblables. Alors comme je les connaissais par ailleurs très bien, je me disais pourquoi ils racontent autant de conneries, c'est pas possible. Donc je me suis agacé
Et à un moment donné, après quelques heures, j'ai dit, bon, allez, suspension de séance. Bon, et puis je me suis retiré dans ce confortable et du salon des sénateurs pour prendre un peu de recul. Et là, j'ai vu Gérard Collomb, qui est venu me voir et qui m'a dit, Christian, allez, il faut repartir. Tu sais, le grand Paris, moi, à Lyon, j'en ai besoin. Ah, j'ai dit, Gérard, allez, on repart. Et donc, on est reparti. Mais tout n'a pas été simple, sauf que sur le Grand Paris, il y a eu une forme de convergence qui n'a été, je dirais, effacée pendant quelque temps que par le président de la République, Hollande, qui finalement n'a jamais voulu s'y intéresser et n'a pas voulu comprendre, je crois, parce qu'il avait la capacité d'intelligence pour comprendre. Il n'a pas voulu comprendre. Et le seul qui a, dans son équipe, a compris ce que c'était Valls. Et j'en parle d'autant plus aisément que Valls est complètement sorti de l'actualité. Bon. Que se passe-t-il aujourd'hui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je connais Macron depuis longtemps. J'ai même failli le prendre à une certaine époque dans mon équipe. Parce qu'effectivement, je le trouvais intelligent. Mais je ne l'ai jamais revu depuis qu'il a été président de la République. Donc je ne sais pas du tout ce qu'il pense du Grand Paris. Ce que je constate, c'est que ce qui se passe, et en particulier sur le système de transport, va dans le bon sens. Donc je pense que les instructions sont données pour que les choses aillent dans le bon sens. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'historique un tout petit peu. Alors, quels sont les... Quelle heure est-il? On va intervenir. Il est 19h. Ah. Alain, vous voulez dire un mot? Enfin, plus qu'un mot d'ailleurs. Oui, ben, d'autant plus que M. Blanc a demandé s'il y avait des contradicteurs et que ça lui ferait plaisir. J'ai essayé de lui faire plaisir. Je lui ferai d'abord plaisir en lui disant qu'il nous a donné un très bon exemple quand même de non-dérapage, des non-dérives des grands chantiers, c'est avec Météor, puisqu'il y avait quelqu'un qui a dit non. Il a dit non, on n'ira pas plus loin que ce prix. Et donc, au moins, il y a des cas où il n'y a pas de dérapage. Et le sujet d'aujourd'hui, c'était le dérapage. Et malheureusement, il y en a beaucoup plus que de cas où il n'y en a pas. Même le Grand Paris, M. Blanc, je ne crois pas que vous me démentirez, son devis n'a pas arrêté d'augmenter. Maintenant, on doit être dans les 40 milliards, au début on était à 20, donc on est arrivé au doublement assez facilement. Et je pense qu'on arrivera, les ingénieurs des ponts, ils disent qu'on arrive au facteur pi, c'est-à-dire 3,14. Et bien je crois qu'on arrivera au facteur pi pour le Grand Paris. Enfin peut-être pas, mais il y a beaucoup de chantiers qui sont comme ça. Le Lyon-Turin, c'est pareil. Le canal Seine-Nord, c'est pareil. Ce sont des grands chantiers très importants. Le Lyon-Turin, ça va faire 20 milliards, et encore, on n'est pas au bout. C'est peut-être le facteur pi aussi. Et donc, alors la question, pourquoi il y a des dérapages à ce point-là, et pourquoi il n'y en a pas eu un Météor? Parce qu'il y a quelqu'un de responsable qui prend des décisions. Et je crois que c'est important de dire que pour éviter les dérapages, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait intérêt à ce qu'il n'y ait pas de dérapage, ou le moins possible. Et je voudrais prendre un autre exemple de très grand chantier, qui est probablement le plus grand chantier qu'il y ait eu au monde, ou en tout cas en Europe, qui est le tunnel sous la Manche. Le tunnel sous la Manche, il y a eu des dérapages, mais il y a eu des dérapages en grande partie dû au fait que les taux d'intérêt ont été très importants et ont augmenté énormément le prix. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait quelqu'un, en Angleterre en tout cas, qui a dit « il n'y aura pas d'argent public ». Il n'y aura pas d'argent public, ni même de garantie publique aux emprunts. C'était Margaret Thatcher. Et d'ailleurs François Mitterrand a dit « d'accord ». Et même le ministre français des Transports de l'époque, qui était communiste, a dit « d'accord, il n'y aura pas d'argent public, ni même de garantie d'argent public ». Et alors, l'histoire n'a pas été simple, hein, puisqu'il y a eu des dérapages, il y a eu des actionnaires, petits actionnaires, parce que les gros, ils n'ont pas perdu grand-chose, mais il y a des petits actionnaires
qui ont perdu pas mal, une grande partie de ce qu'ils avaient mis, mais n'empêche que le contribuable, dans ce grand chantier, probablement le plus grand qu'il y ait jamais eu, et le plus risqué aussi, ce grand chantier n'a pas coûté un sou aux contribuables. Il faut quand même le dire. C'est un cas, on peut dire, presque unique. Parce qu'il y avait eu quelqu'un qui avait dit on ne mettra pas d'argent public, on mettra de l'argent privé. Il y a eu de l'argent privé, il y en a eu beaucoup. Il y a eu aussi des emprunts, puisque les emprunts représentaient à peu près 80% du coût du tunnel sous la Manche. Donc c'est pas rien. Mais les emprunts, malheureusement, à des taux qui ont monté, donc ce n'était pas très bon. Mais il n'empêche que grâce à cette volonté de dire il y aura un responsable privé qui perdra ou ne perdra pas, sinon ça marche ou ça ne marche pas, mais il y aura un responsable privé, il n'y aura pas d'argent public, et ça a permis quand même que l'affaire se fasse. Et malheureusement, on constate qu'actuellement, ce n'est pas du tout le cas. Prenons le Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, c'est l'importance du tunnel sous la Manche. C'est la même longueur de tunnel, en plus dans des marchés difficiles, une situation géologique très difficile, peut-être encore plus que sous la Manche. Eh bien, ce Lyon-Turin, on est certain que ça va être un déficit monstrueux. Pourquoi? Parce qu'il va coûter plus cher que le tunnel sous la Manche, et ça va relier deux villes qui font chacune à peu près 1,5 million d'habitants, peut-être un peu plus, alors que le tunnel sous la Manche, c'était au moins 10 millions de chaque côté. Si bien que les prévisions sont de 500 000 passagers, en ce qui concerne les passagers, il y a peu de frais aussi, mais 500 000 passagers par an, alors que sous le tunnel sous la Manche, l'année dernière, c'était 11 millions de passagers. Donc il est certain que là, il y a une affaire, parce qu'il n'y a pas de responsable. En fait, il y a eu un vague accord, enfin il n'y a pas eu un vague, il y a eu un traité signé entre la France et l'Italie. Il y a eu en plus l'Europe qui a dit qu'on financerait 40%, et même pas un peu plus 50% pour les accès. Donc c'est le contribuable européen, et indirectement, ça sera nous qui va payer ça, mais ça sera une catastrophe. On sait à l'avance que ça sera une catastrophe. Il y a des rapports nombreux, même les Italiens évidemment, parce que la moitié des Italiens s'en compte, et le rapport nombreux qui disent que le Lyon-Turin ne peut pas être rentable. Il ne peut pas être rentable, mais si on avait dit on ne le fera pas s'il n'est pas rentable, si on avait confié l'affaire à une société privée, ça ne serait pas le cas, et le contribuable, là, il va perdre le maximum. Tandis que dans le tunnel sur la Manche, il n'a rien perdu. Et je dirais qu'on a de nombreux cas comme ça, malheureusement. Prenez le canal Seine-Nord. Bon, c'est pas l'importance des tunnels Lyon-Turin, mais enfin, c'est pas négligeable. Hein. Il y en a actuellement pour 5 milliards. On arrivera sans doute à une quinzaine, non peut-être pas, mais enfin peut-être 10. Et, bien, le tunnel, et en plus, on sait que ça ne sert à rien. On sait que là, il y a déjà un canal qui existe, de même que d'ailleurs que pour le Lyon-Turin, il y a déjà un tunnel qui existe, je vous rappelle. Il y a 2 tunnels qui existent en France. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va ne servir à rien. Ça, on est sûr, le Lyon-Turin. Et le Seine-Nord, c'est pareil. Le Seine-Nord, ce canal, c'est un canal il y en a donc un, bon, il sera mieux, il sera plus large, ça c'est vrai. Mais à quoi il va servir? Il va servir à transporter des marchandises qui actuellement sont sur les trains entre Paris et le Nord, notamment des matériaux de construction. Voilà à quoi il va servir. On va transférer donc on va augmenter le déficit de la SNCF, puisqu'on va lui enlever du trafic, pour le mettre sur les bateaux, et ça ne servira à rien. Donc là il n'y a pas de responsable. Personne n'a été indiqué comme responsable une administration, les voies fluviales, etc. Enfin, c'est pas personne qui est responsable. Donc je dis, alors vous allez me contredire, M. Blanc, mais moi, je prétends que celui qui avait raison dans cette affaire depuis longtemps, ça a quand même été Margaret Thatcher, qui a dit on ne mettra pas d'argent public, on essaiera que ce soit financé par le privé, et à ce moment-là, il y aura quelqu'un qui sera responsable. Même s'il y a des dérapages, ça sera lui qui paiera. Ce ne sera pas le contribuable. Et donc c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut éviter les dérives de l'argent public, à la fois des augmentations des coûts des grands travaux, mais également, surtout, des grands travaux qui ne servent à rien, ou pratiquement à rien. Et voilà comment on arriverait à éviter les dérives. Donc j'espère avoir contribué à aider à traiter un peu le sujet du jour, comment faire pour traiter les dérives des grands chantiers, à la fois sur les dérives du prix et sur les dérives dues au fait qu'ils ne servent à rien. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais j'espère avoir animé un peu la conversation.
je suis le seul contradicteur possible. Ah non, il y a je souvent des je ne- je ne- dans le cas. je ne pense pas qu'il y ait de contradiction, parce que vous savez, si un grand projet ne se fait pas, c'est probablement parce que son utilité n'est pas évidente. Le canal Seine-Nord, s'il devait se faire un jour, si j'étais le patron privé à Anvers, ou quelque part sur un grand port du Nord, je financerais le canal. Parce que qui aura le plus d'avantages du port du Havre ou du port d'Anvers à ce que ce canal soit réalisé? La réponse, vous l'avez. Donc, c'est un problème d'intérêt national de savoir si ce canal doit être fait ou pas. Et si il met autant de temps, alors que ce n'est pas le plus difficile à faire, le canal, bon, c'est qu'effectivement, il y a une incertitude. Et donc, faut-il qu'il y ait une rapidité? Personnellement, j'en suis pas du tout convaincu, pour les raisons que je disais précédemment. Sur Turin, bon, écoutez, moi, ça fait 20 ans que j'entends parler de ce projet. Hein. Bon, il n'est toujours pas réalisé. Selon les négociations entre la France et l'Italie, on le réactualise un tout petit peu. Mais enfin, peut-être que nous quitterons ce bas monde sans que ce tunnel ne soit réalisé. Est-ce une porte? Je ne le crois pas non plus. Bon. Donc, je pense que le grand problème, c'est effectivement de bien identifier ce qui est utile et qu'il faut faire rapidement, et ce qui ne l'est pas. Alors, faire rapidement, si je suis chinois et shanghaïen, qu'est-ce que je voudrais faire? Ben, je vais faire en 10 ans l'équivalent de la Défense à Paris. Est-ce qu'ils l'ont fait? Oui, et plus. Aller à Shanghai, c'est à 5 ans d'intervalle, c'est... Bon. Ça a été financé par qui? Le public ou le privé? Ben, là-bas, c'est le public. Mais l'argent, il est sacrément bien dépensé, parce qu'effectivement, il est très productif pour l'économie, pour les affaires, tout ce qu'on veut. Bon. Alors, vous me direz, ce ne sont pas les mêmes types de financement que chez nous. Ah, c'est vrai. Enfin, je veux dire que c'est pas... enfin, moi, je crois que le critère principal, Monsieur le Président, c'est le critère de la rapidité. C'est le problème, c'est la question de la rapidité. Je voudrais quand même vous rappeler... moi, je vais continuer à vous parler du Grand Paris, parce qu'aujourd'hui, c'est ça mon objet. Haussmann a réalisé le Paris dans lequel nous vivons en 17 ans. Bon. De l'ouvrier a mis 7 ans à réaliser la normalisation des banlieues autour et tous les travaux qui ont été faits, tous les travaux d'infrastructure qui ont été faits dans Paris. Le projet du Grand Paris avec Sarkozy, nous avons mis 2 ans à l'imaginer, à bâtir la vision. Et nous avions dit que s'il n'était pas réalisé dans les 15 ans, il arriverait trop tard. Pour l'instant, grâce à certaines évolutions là, depuis quelques temps, on tiendra peut-être les 15 ans. Sauf qu'il y a des choses du Grand Paris sur lesquelles on fait l'impasse aujourd'hui et qui sont au plan économique, pour les entreprises privées en particulier, absolument indispensables. La fertilisation du plateau de Saclay avec, mais d'après ce que l'on m'explique, le nombre d'entreprises qui sont prêtes à s'installer sur le plateau de Saclay, à qui on avait dit il va y avoir un transport en commun qui va permettre d'eux, etc., et qui découvrent que c'est remis aux calendes grecques. Ça ne va pas, ça ne marche pas. Bon. Le fait que l'on... Je suppose que vous êtes favorable à la privatisation d'ADP. Moi non, pas du tout. Et si vous voulez, je vous expliquerai pourquoi. Hein? Mais pourquoi? Parce que le rôle de l'État doit être un rôle d'impulsion forte et rapide sur des projets qui sont des projets d'intérêt national. Bon. Le bafouillage
qui se fait à droite et à gauche en matière d'investissement public, je n'aime pas ça du tout. Et je l'ai toujours combattu. Et c'est pour ça que je trouve que ce que vous faites ici, c'est très bien de mettre cette exigence et cette vigilance. Bon. Mais qu'on se comprenne bien, vouloir créer ce grand Paris, cet espace de fertilisation des savoirs, dans un pays où quand même, quand vous lancez les start-up sur Paris, vous avez tout de suite, en 2 ou 3 ans, des résultats étonnants. La France est le pays du système D. C'est comme ça qu'on le qualifie il y a quelques années. Bon. Eh bien, il faut favoriser ce genre de choses. Donc, tout ce qui peut favoriser, et Saclay en est un exemple fabuleux, Saclay, je ne dirais pas que c'est l'équipe, il y a 10 ans, c'était l'équivalent de la Silicon Valley. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est clair. Mais rien ne dit que ça ne peut pas être effectivement en Europe, tout au moins, le lieu, la Silicon Valley. Enfin, d'autant que, Monsieur le Président, là, il faut être en économie un tout petit peu globale. Si on pose la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui se développe le plus dans la Silicon Valley, qu'est-ce que vous répondriez? Eh bien, la réponse, c'est depuis X années, San Francisco. Parce qu'effectivement, c'est le meilleur vecteur de la fertilisation de ce qui se passe sur la Silicon Valley. Nous avons naturellement, avec le Grand Paris, ces lieux de fertilisation. Mais pour cela, ça nécessite, vous voyez, parce que moi aussi je vais me mettre dans la critique, parce que je crois qu'il faut qu'on soit tous vigilants. Faire des concours de beauté sur les gares avec des architectes, le plus souvent célèbres, qui font des choses belles, mais on s'en fout. On s'en fout. Moi, je préfère des gares telles que celles qui existent à Tokyo, qui sont des centres de vie, des centres-villes, qui sont des lieux de rayonnement, d'animation, etc., que ces très belles cathédrales architecturales qu'on est en train de nous sortir dans des concours. Bon. Donc, il faut que l'on continue à penser en termes de diffusion du savoir et donc de la richesse. Et pour ça, prendre en considération le plus possible les pratiques des hommes, leur capacité de développement, etc., etc. Ça va depuis, effectivement, les facs et les lieux de création intellectuelle, jusqu'à des lieux de création manuelle. Je vais vous raconter, vous qui êtes un ancien grand chef d'entreprise. Il se trouve que j'ai connu un homme qui, hélas, nous a quittés, qui était le patron d'Hermès, et qui a fait Hermès. Enfin, c'est pas lui, c'est son père, c'est lui qui a développé Hermès. Et on parlait du Grand Paris, je lui expliquais un certain nombre de choses. Et oui, je suis tout à fait d'accord, ça va. Je dis, mais attendez, j'ai vu dans mes notes que votre principal lieu de production, c'était à Pantin. Je lui dis, qu'est-ce que vous foutez à Pantin? Parce que là, il n'y a pas de... Enfin, c'est vrai, d'un point de vue culturel, d'un point de vue... il n'y a pas d'université, il n'y a rien. Bon. Et alors, il m'a dit... je vais vous expliquer. Il m'a dit, voilà, quand on a créé Pantin, on voulait être les numéro 1 mondial dans le cuir. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher les meilleurs ouvriers dans le cuir. Ils étaient marocains. D'ailleurs, on a appelé ça la maroquinerie. Alors, on a fait venir plein d'ouvriers du Maroc, et en particulier d'une région du Maroc dont je ne me souviens plus. Et puis, voilà, et on a fait, avec Pantin, le lieu de création du cuir le plus beau du monde. Et là, je me suis cru malin, et je dis, mais attendez, mais les ouvriers, ça vieillit. Quand cette main-d'œuvre ne sera plus là, qu'est-ce que vous allez faire? Et alors, il m'a dit, là, je me suis senti un peu bête, hein,
Je me dis, mais on n'est quand même pas totalement ignare. Donc, on a créé dans nos usines et à côté des centres de formation. Et les enfants, une partie tout au moins importante des enfants, des gens qui queuent, etc., aujourd'hui, ils font du cuir, ils sont très bien payés, etc., etc. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. Parce que ce ne sont pas simplement des décisions technocratiques qui font que les choses se font. C'est pas parce que sur un papier vous allez avoir raison que vous avez raison dans la réalité. Voilà. Et c'est sur la vie, c'est sur effectivement l'interaction entre les hommes, c'est sur l'approche historique des hommes, etc., que l'on peut bâtir un développement économique. Voilà. Alors, puisque le temps passe et que, hélas, pour moi, tout au moins, pour vous, si vous permettez, oui. Pour continuer à animer le débat, même si on dérape un peu sur l'heure, vous avez fait allusion à Saclay. Et effectivement, il y a eu un dérapage dans le temps important pour le métro du Grand Paris, bien qu'il y aura peut-être 2, 3 ans ou 4 ans de retard sur la desserte de Saclay par le métro du Grand Paris. Ce qui est grave. Mais ça a eu une autre conséquence, qui est aussi assez grave. C'est qu'il était prévu qu'en 2025, il y aurait une exposition universelle à Paris. Alors c'est le maire de Neuilly qui avait lancé ça, mais il avait réuni un grand nombre d'entreprises et il proposait un grand chantier, parce qu'on allait faire des quantités de choses à l'occasion de cette exposition universelle. Et il n'a pas pu. On lui a dit non, il n'y aura pas le métro, donc on ne le fait pas. Donc on vous interdit. Il ne demandait pas un sou à l'État, il demandait peut-être une petite garantie sur certains emprunts, encore je ne suis pas sûr. Mais ça n'a pas été fait. On a abandonné un projet qui était quand même très intéressant. Par comparaison, les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 3 chantiers importants qui vont coûter de l'argent, pas mal, pour les Jeux Olympiques. Il y a le village de la presse, qui sera démoli aussitôt après. Il va durer 1 mois. Enfin, ça représente beaucoup d'argent, parce qu'il y a des milliers de journalistes qui seront là. Il y a le village des sportifs. Alors, le village des sportifs, on dit on va les transformer en HLM. Mais ça ne se transforme pas en HLM comme ça. Quand vous avez des chambres comme des chambres d'étudiants, vous ne pouvez pas les transformer en HLM, c'est pas possible. Enfin, ça va coûter des fortunes, là encore un gaspillage. Et le 3e gros investissement pour les Jeux Olympiques, c'est le stade nautique de Saint-Denis. On vous dit, mais c'est formidable, après les Jeux Olympiques, les jeunes de Saint-Denis, ils pourront comme ça aller nager, et ça sera très très heureux pour cette population qui est à soigner. Eh bien, allez voir simplement sur Internet. Vous mettez piscine à Saint-Denis. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a une, enfin il y en a 2. Il y en a 2, mais une qui est fermée depuis 24 ans, qui était grande, un très grand stade nautique, mais qui est fermé depuis 24 ans. Je ne sais pas pourquoi, personne ne pense à l'ouvrir. Et puis il y en a une deuxième, alors qui est plus petite, mais qui a 25 mètres seulement, mais qui est quand même pas mal. Et bien celle-là, elle est ouverte en semaine uniquement au moment du déjeuner. Voilà ce qu'on a comme stade nautique. Alors est-ce que c'est vraiment ce qu'il fallait faire, un gigantesque stade nautique qui va coûter de la tête? En plus, il y aura des tribunes qu'on va démolir après, parce qu'elles sont trop grandes, elles sont juste pour les Jeux Olympiques, mais après il faudra les démolir. Donc voilà le genre de dérapage enfin, c'est pas une dérive de cours, ben pas encore, parce que c'est pas fait. Il y aura sûrement des dérives de cours, mais c'est en tout cas une dérive d'investissement public inutile qui ont été faits, alors qu'on aurait dû faire cette exposition universelle de Paris en 2025, mais malheureusement on l'a pas fait. Oui, monsieur. Oui, Garçon. je vous remercie pour votre exposé. Je reviens effectivement sur la question qu'Alain Mathieu a posée sur les grands chantiers publics. Les dépassements budgétaires dont ils sont l'objet de manière systématique, en tout cas si je vous ai bien entendu, sont la marque d'une incurie publique. Et moi, ce qui me frappe en tant qu'observateur étranger, c'est l'impunité de l'incompétence en France.
C'est intéressant ça. Alors, écoutez, pour moi c'est ça, c'est l'obligation de résultat. C'est-à-dire que si effectivement quelqu'un accepte avec un cahier des charges précis, c'est un contrat. Et un contrat qui a nécessairement sanction, soit positive, soit négative. Bon. Alors, c'est contraire à la philosophie des corps. Bon. Mais voilà effectivement une exigence que je trouverais meilleure qu'une forme, Monsieur le Président, vous m'excuserez, de malthusianisme qui paraît vous animer un tout petit peu dans certains de vos... non, j'étais pour l'exposition universelle. Oui, non, mais oui, c'est vrai. Mais alors qu'il n'y avait pas les moyens d'y parvenir. Enfin bon, alors que sa clé, ça existe vraiment. Bon. Mais moi aussi, j'étais pour. Hein. Enfin bon, mais dans un autre contexte et dans un autre calendrier que celui dans lequel nous étions là et qui effectivement rendait l'opération difficile. Mais oui, ça c'est une véritable... De même que si je me mets un instant à votre place par rapport à la fonction que vous vous êtes donnée, et concernant le Grand Paris, puisque enfin, je ne pense pas que tout soit parfait dans le Grand Paris, hormis que sur les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, Pi, sachez que, effectivement, moi j'avais évalué à l'époque, donc il y a 10-12 ans, à 25 milliards le coût des travaux. Entre-temps, on a ajouté 10 gares. Entre-temps, on a ajouté un segment de lignes relativement important nord-sud. Bon. Donc, on est passé, d'après ce qui m'a été dit, à 35 ou 40 milliards. Bon. Ensuite, il y a des rives normales des coûts. Donc, je ne serais pas étonné, effectivement, qu'à l'arrivée, on arrive à 80 milliards. Surtout, ne citez pas ce chiffre. Je ne l'homologue pas. Mais enfin, peut-être... Vous dépassez le Pi, hein. Bon, non, mais vous voyez, je suis prêt à vous suivre. Bon, mais, écoutez, moi, je m'avance beaucoup, je ne voudrais pas que ce soit repris. Mais, à la limite, pourquoi pas? Si effectivement, la diffusion économique que cela crée est à la hauteur de cet investissement. Ce n'est pas par rapport au niveau de l'investissement qu'on doit situer, mais par rapport à la capacité de l'investissement à produire de la richesse. Mais alors pourquoi ne pas directement aller à 200 milliards? Et pourquoi? Il n'y a pas besoin, si? Non. Vous venez de dire que... Non, mais ne me faites pas dire des bêtises, s'il vous plaît. Non, je vous dis à partir des chiffres qui existent par rapport aux travaux à réaliser, je vous dis, mais effectivement, peut-être que si je disais ça, je pense que l'actuel patron de la SGP dirait non, enfin, je pense qu'on fera beaucoup mieux. Enfin, mais même, je prends un cas extrême, vous voyez, même si on avait un dépassement supérieur à pi, je pourrais le comprendre. En revanche, monsieur le Président, ce que je ne comprendrais pas, c'est que vous restiez bouche bée devant le projet du CDG Express. Pardon, je suis contre. Bon, parce que voilà un grand problème. Voilà un grand problème. Cette ligne n'est pas utile. C'est une ligne d'opportunité mise en place, l'opportunité étant écrite depuis au moins une vingtaine d'années. Moi, quand j'ai eu ce dossier en tant qu'ancien président d'Air France, j'étais très content. Parce que depuis longtemps, j'attendais qu'il y ait un lien entre Paris, entre CDG et Paris. Mais quand j'ai vu le projet qu'on a présenté à l'époque pour un projet à 8 millions d'euros. 10 milliards? Non, 10 millions? Attendez. 800 millions? 800 millions. Oui, c'est ça. 800 millions d'euros, pardon. Bon. Et puis que j'ai vu passer par la suite à 1,5 milliard. Et qui aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre. Il est près de 2, il est à 1,9, je crois. Ouais, vous êtes à 1,9 là. Bon. Ben, on doit être à 2,5. On doit être à 2,5 et n'a toujours pas été évalué avec précision deux choses. La première, c'est l'entrée dans Paris, qui nécessite des travaux qu'on ne sait pas très bien chiffrer. Et ensuite, le fait qu'on arrive gare de l'Est, qui est un cul-de-sac. Bon. Bientôt, Donc, ce sera une forêt. Oh, Vous avez entendu la proposition on de dit pas Benjamin encore, Griveaux qui va en faire une. ouais, alors, On
malheureusement. Bonne chance, bonne chance. Bon, donc ça, effectivement, je crois que c'est un problème sur lequel vous devriez regarder. Et c'est lié à un deuxième problème, cher Président. C'est la privatisation d'ADP. Tout à l'heure, vous avez dit que j'avais été favorable à la privatisation d'Air France. Et bien sûr, parce que la fonction nécessitait de privatiser Air France pour être compétitif. Et je me suis, c'est ma deuxième démission face à Jospin sur ce point précis. Mais aujourd'hui, je ne me suis jamais prononcé publiquement sur cette question parce que je me dis que ce n'est pas nécessaire. Bon. Mais ça me paraît une ineptie, la privatisation d'ADP. Et en plus, j'ajouterais que si j'étais américain, capitaliste, normal, je m'interrogerais sur l'avenir d'Air France. Et je me dirais pourquoi ne pas faire ce qui s'est fait pour de grandes compagnies aériennes américaines qui ont eu des concessions à 50 ans sur les lieux qui les concernaient, c'est-à-dire effectivement l'accueil des passagers, etc., etc. Et vous avez des compagnies comme Continental Airlines qui, au cœur même des États-Unis, a obtenu 50 ans de concession. Les Américains, ils ont fait ça sans sourciller, avec de l'argent public. Hein. Bien sûr. Bon. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la survivance de certaines compagnies, qui ont survécu et se sont développées ultérieurement, passait par là. Et moi, je vous dis que si l'État français ne prend pas de telles décisions concernant Air France, dans moins de 10 ans, ne sera plus Air France. Ce sera un label. Dans un premier temps, sous la tutelle de KLM, et dans un deuxième temps, sous la tutelle de Delta. C'est la première fois que je dis ça. Hein. Mais je le dis, et je suis prêt à le signer. Donc, je serai beaucoup plus à mon aise que l'on décide par rapport à... parce qu'il y a des surfaces importantes hein, autour du territoire. La privatisation d'ADP, ce n'est pas simplement les pistes. Hein. C'est un grand territoire. Je préférerais qu'on dise, je fais une concession à Air France parce que je veux avoir une compagnie nationale sur Charles de Gaulle 2, par exemple, voire 1 aussi, hein, enfin, disons sur les pistes. Hein. Et puis pour le reste, on regarde. Parce que ce qui va se passer, Monsieur le Président, c'est que privatisation ADP, ça ira de pair avec CDG Express. Et vous aurez une seule et même société, qui dans un premier temps sera française, qui sera Vinci, qui prendra la concession d'ADP et prendra en charge CDG Express, qui est une ligne par définition qui sera déficitaire, mais qui dans un bilan d'ensemble tiendra la route. Eh bien ça, moi j'en veux pas, et si les choses évoluent de cette façon, je serai amené à faire une déclaration publique cette fois-ci pour expliquer exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc je pense que dans le rôle que vous vous êtes donné à vous-même, soyez vigilants à la fois sur CDG Express et sur ADP. Car ça paraît pas lié et ça l'est. Vous permettez juste une seconde mais je suis de votre avis, je suis contre la privatisation d'ADP telle qu'elle est faite actuellement. Parce que c'est un monopole que l'on transfère au privé. Donc ça, c'est pas bon. Il faudrait faire comme ont fait les Anglais. Les Anglais, à Londres, ils ont privatisé leurs aéroports. Mais ils ont privatisé séparément. Donc il y a concurrence entre les aéroports. Chacun des aéroports de Londres est à une société différente. Et là, il y a concurrence entre eux. Les compagnies aériennes qui veulent aller à Londres, elles font jouer la concurrence. Et comme ça, les tarifs sont contrôlés. Tandis que si vous mettez un monopole, et bien forcément, les gens qui veulent venir à Paris, ils n'auront pas le choix. Et on aurait très bien pu privatiser Orly, on aurait très bien pu privatiser Bourget, même Villacoublay aussi, c'est quelque chose qui est faisable, mais on ne l'a pas fait. On a voulu tout mettre
ensemble, dans le même paquet, on a transformé un monopole public à un monopole. On voulait, ce n'est pas encore fait, transformer un monopole public à un monopole privé. En ce qui concerne CDG Express, excusez-moi, mais je pense que c'est totalement inutile. Il y a déjà une ligne de métro. Il y a une ligne de métro. Alors, pourquoi elle ne marche pas? Il y a deux raisons. D'abord, parce qu'il y a des loupards partout et les Chinois se font dérober leur fric qu'ils ont plus en liquide. Là, c'est le RER. Oui, et c'est d'ailleurs le. Le RERB. Oui, il y a une ligne qui est importante. Et elle va aussi vite que ira le CDG Express. Elle peut aller aussi vite. Il y a des cas où elle va plus vite, même. Donc c'est vraiment inutile d'avoir fait ça. Il fallait mettre de la sécurité dans le métro, ça c'est sûr, ou dans le RER, qu'on n'a pas fait. Il fallait aussi le moderniser parce qu'il est complètement dégueulasse, mais ça on l'a pas fait non plus. Mais ça coûtait beaucoup moins cher que de faire une ligne nouvelle qui ne sert à rien, qui fera concurrence, qui sera beaucoup plus cher, elle sera 6 fois plus cher à peu près, hein, le prix, 24 € le prix. Donc c'est absolument pas justifié d'avoir fait ce CDG Express. Et là, c'est encore une fois, on revient à notre thème principal, qui est, il y a des chantiers publics, mais il y a surtout le fait qu'il y a des chantiers publics inutiles. Et c'en est un. Philippe, Gilles, pour Bon, conclure. un tout petit mot d'abord. Moi, je remercie Christian Blanc parce que lui qui est le père du Grand Paris, il a compris comment on devait aborder le XXIe siècle dans le suivi des bâtisseurs avec une vision. Et je pense que dans une cinquantaine d'années, lorsqu'on regardera ce qui a été inventé, imaginé, créé autour du Grand Paris, c'est un deuxième décollage de Paris qui fait partie de ces capitales du monde. C'est vrai que tu as très bien dit, Christian, on est passé de 20 milliards à 45 ou 50, mais il faut voir aussi derrière les retombées absolument considérables sur le plan économique, sur le rayonnement. Et je suis très heureux de voir qu'on n'a jamais parlé tous les deux. Je fais partie de ceux qui me sont opposés à la privatisation d'ADP. Il n'a pas été simple parce qu'il y avait une alliance politique un peu particulière, mais on l'a fait par conviction. De la même façon que je m'étais opposé, moi, à la privatisation des autoroutes. Vous voyez ? Parce que là, on a vendu les joyaux de famille, et on s'aperçoit d'une chose, c'est que, c'est là où, monsieur, je permettrai une petite contradiction avec vous, c'est que, quand vous dites qu'il n'y a pas d'argent public, mais l'usager, il paye. Et l'usager, quand je regarde simplement le Paris-Chartres, qui a augmenté de 280% en 12 ans, je me dis quelque part, il y a eu un petit sujet, tu vois bien combien le péage a beaucoup augmenté. Sur des travaux inutiles, là je vous suis, mais comme l'a très bien dit Christian Blanc, il a bien résumé les choses, un projet qui est intelligent, qui est utile, indispensable, si on a un peu de conviction, on arrive à le faire passer et on le crée dans des délais impartis. J'ai pas parlé des projets. Après, il y a des projets. De gaspillage et de l'impunité. Alors attendez, je vais venir là-dessus. Parce que je trouve que mon père était un peu bâtisseur, il a fait le plan Massif Central, vous voyez, donc si vous voulez, je peux vous parler un jour des autoroutes en Auvergne, comment à l'époque on a mis des autoroutes gratuites, c'était l'époque où l'État était riche, il n'y en a plus d'argent. Si vous prenez la ligne SEA Atlantique, Sud-Europe Atlantique, TGV, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le gérant d'infrastructure, il a payé 16% de la facture et tout le reste a été payé par qui? Par celui à qui on a fait la concession. On a demandé des collectivités de payer aussi, les régions. Moi, ma région a mis 400 millions d'euros. La région Aquitaine a mis 400 millions d'euros, mais la région, c'est vous. La région, c'est le contribuable. Mais après, le billet, pour autant, il s'ouvre et indexé, ça, vous l'avez bien compris. Là où vous avez raison, c'est comment se fait-il qu'il y ait tant de dérives sur certains chantiers. Je vais prendre un exemple que nous, on a inauguré, Dominique Bussereau, lorsqu'il était ministre des Transports, en 2008, vous savez qu'il y a des passages inégaux qui sont très dangereux. Il y en a eu un sur la Nationale 10, à côté de chez moi, peut-être pris quelqu'un, à Auteuil, là, donc tu es entre Cloix et Châteaudun. Tu penseras à moi lorsque tu l'emprunteras. Annoncé à 6 millions d'euros, terminé à 9. Mais là, c'est la vague des polytechniciens, des contraintes de la suradministration française. Il faut voir, parce qu'on a une vraie difficulté. Vous voyez, alors où je vous parle, on termine un hôpital à Shanghai, à Rouen. Oui, en 8 jours. 17 jours, 2500 lits. Et Christian l'a très bien dit, parce que quand il est allé en Chine, ce qui a été mon cas à plusieurs reprises, ces pays savent faire des choses absolument formidables. Et nous sommes tellement complexes dans notre fonctionnement, dans notre suradministration, dans nos systèmes de décision. Et vous avez un ministère là-dessus qui est un ministère absolument excellent. C'est le ministère, notamment ce qu'on appelle le ministère du développement durable, maintenant qui fait les transports, enfin, qui gère tous ces compartiments-là. Et vous voyez, je suis assez fier parce que demain, je serai à côté de ton collègue Jean-François Carenco. Je viens de faire changer, grâce à Jean-François Carenco, qui, vous savez, qui a été préfet de la Réunion de France, qui a été directeur du cabinet de Jean-Louis Borloo, la législation concernant
les fermes photovoltaïques. En France, jusqu'en janvier 2019, on ne pouvait pas faire de tranche de plus de 25 MW en photovoltaïque. On ferme la base aérienne à Châteaudun, on va faire 100 hectares. 2 ans de combat. Et pourtant, Carenco, franchement, c'est l'homme qui a inventé la rénovation urbaine. C'est un peu un Christian Blanc pour un autre secteur. Hein. Je crois que vous pouvez dire que, en plus, c'était préfet, un peu le même profil que toi, mais c'est un facilitateur hors pair. Pour vous montrer qu'aussi nous sommes dans un État qui est tellement complexe dans son fonctionnement. Et c'est vrai que les X, c'est quelque chose. Les X, alors ceux-là, ils sont très très compliqués. Très intelligents, très brillants, mais c'est la façon dont ils ont décidé les choses, moi qui suis médecin, donc ça n'a rien à voir, qui est la bonne méthode, et nous ne comprenons rien. Nous sommes bons à soigner, mais eux ils nous expliquent comment il faut faire. Mais ça n'explique pas les dépassements, ce que vous êtes en train de dire. Parce que toutes ces contraintes, elles devraient être prises en amont au moment de la consolidation du dossier. Comment expliquez-vous les dépassements réguliers, systématiques? Application de résultats. Il y a des nouvelles contraintes, par exemple, je prends toujours, mais il y a des contraintes techniques qui ne sont pas toujours appréhendées au départ. En revanche, il y a eu un sujet, c'est qu'il y a des gens qui ne répondent pas, franchement, de façon responsable par rapport à une mission qu'on leur a confiée, comme je disais tout à fait. Et là, ce n'est pas acceptable. Moi, sur les lignes sud-Europe-Atlantique, puisque je me suis occupé de la commission des infrastructures de transport ferroviaire et routière à la région centre pendant 16 ans, j'ai vu des dérives sur tous les chantiers. J'ai vu des dérives sur tous les chantiers, et sur le ferroviaire en particulier, parce que les choses n'avaient pas été appréhendées dans leur ensemble. Et après, il y a tout un tas de contraintes qui arrivent qui font que on vous dit, monsieur, on arrête le chantier au milieu ou alors on continue. Voilà la difficulté. Et après, il y a des élus, quelquefois, qui ont des passions. Jacques Chirac, qui voulait faire ce qu'on appelle la Bernadette. La Bernadette, c'était la ligne de TGV Poitiers-Limoges. Oui. J'avais vu le jour. Mais on y a mis plusieurs millions d'euros d'études. Comme ça, vous avez quelques lubies. François Mitterrand, pour faire le TGV Sud-Est, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des bons copains, vous savez, qui étaient élus locaux, il y avait des vignes formidables. Et c'est pour ça qu'à un moment, vous avez 8 km de tunnel. C'est ainsi. Bon, voilà. Après, vous avez des œuvres d'art absolument magnifiques, le viaduc de Millau. Ben voilà. Moi, je suis fier de voir le viaduc de Millau. Je me dis, mon Dieu, quand même, on a des ingénieurs, ils savent faire. Et on a réussi à peu près à tenir. Pour autant, le viaduc de Millau, regardez les tarifications. C'est l'usager qui paye. Donc, argent public, argent privé. Mais les privés ne sont pas des philanthropes. Mais les privés, je sache. Oui, mais monsieur, mais non, mais c'est Eiffage. C'est un point péage. Mais ne vous faites pas d'illusions. Mais derrière, ils ont le retour sur investissement. Et qui est-ce qui est propriétaire des autoroutes et de ces boîtes-là? Il y a les fonds de pension. Et les fonds de pension, ils se rémunèrent. Donc les choses sont moins vertueuses qu'on ne peut toujours l'imaginer. Mais je suis très heureux d'avoir entendu Christian sur ADP et sa vision d'Air France. Je vais oser dire qu'il fallait privatiser Air France et privatiser Renault. Parce que, vous voyez, donc, sans qu'on se parle, donc ça me fait plaisir de voir que quelqu'un qui m'a marqué dit cela. On n'a pas donné la raison principale des dérapages. Enfin, de mon point de vue, la raison principale, c'est qu'il y a des gens à l'origine qui veulent faire le grand ouvrage en question. Ils sous-estiment systématiquement le coût qu'il va représenter, parce que c'est plus facile à financer, à obtenir l'autorisation, si on a sous-estimé le prix, que si on a vraiment bien calculé le prix. Et ça, c'est une grande partie d'une explication, on va entendre l'explication des dérapages. Pourquoi l'impunité dans ces conditions de celui qui emporte le marché et qui, au final, surfacture la prestation qu'il donne? Pourquoi lui reconfier dès lors un second marché, voire un troisième marché, non, mais, alors qu'il s'est avéré... non, mais c'est l'évaluation, même indépendamment des devis, hein, c'est l'évaluation elle-même, à l'origine, qui faussait. C'est très étrange. Bah écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin. C'est très étrange. C'est la vertu. Il n'y a pas de responsabilité. Oui, Voilà. Il n'y a jamais de sanction. Parce que ça ne vient pas du fait qu'il y a un maître d'œuvre et un maître d'ouvrage. Finalement, je veux dire, vous avez les architectes qui proposent, par exemple, et puis après, quand vous êtes le maître d'ouvrage, c'est lui qui est confronté à la difficulté en réalité. Absolument, il faut. Je pense que c'est la dichotomie entre maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Il faut des patrons partout. Oui, il faut des patrons. mais oui. Quand vous avez un patron qui est à la boutique. Alors, moi, j'avais une autre explication qui m'avait été donnée par quelqu'un qui, dans le Grand Ouest, s'occupait de lancer des appels d'offres. Il disait qu'en matière de lancement d'appels d'offres, ils sont infiniment moins bien outillés que celui qui répond à l'appel d'offres. C'est-à-dire qu'à l'époque, le groupe Bouygues avait un système informatique contrôlé par des centraliens qui était extrêmement pointu, et ceux qui lançaient des appels d'offres avaient un système informatique qui était bancal.
Ça veut dire que dès l'instant où le chantier était lancé, qu'il avait été affecté à Bouygues, en l'occurrence, c'était des avenants au contrat initial qui amenaient au final, effectivement, à des dépassements qui étaient considérables, parce que toutes les données n'avaient pas été prises en compte dans la construction de l'appel d'offres. Donc il y a une incurie aussi chez le lanceur, celui qui lance l'appel d'offres, et il y a une impunité chez celui qui emporte l'appel d'offres et qui ensuite génère des dépassements sur des... Oui, non, en principe, une entreprise de travaux publics qui a fait un devis, s'il est bien fait, elle le respecte, hein, elle n'a pas le choix. Ouais, je voudrais encore une petite seconde peut-être. Oui, non, mais bien sûr, mais on peut continuer à la conversation. C'est l'absence de responsable, on ne connaît pas. Moi, je n'ai pas la connaissance, peut-être que M. Blanc là, mais la connaissance d'un fonctionnaire qui a été licencié parce qu'il avait fait des chantiers qui ont dérapé. Je n'en connais pas un. Alors que la lunette sous la manche qui a effectivement dérapé, la direction, les petits actionnaires se sont révoltés, ils ont mis à la porte toute la direction. Le président, le directeur général et un certain nombre de personnes. Donc, là, quand il y a un responsable, ben, c'est plus efficace que ça. Je suis désolé, Président, je dois y aller, parce que à 21h, on a la retraite, si vous voulez. Vous êtes en faux, mais on a la retraite.